Il y a quelques mois, en août 2025, le gouvernement israélien a approuvé un tout nouveau plan de colonie dans la Cisjordanie occupée qui risque de détruire ce qu'il restait d'espoir pour que la solution à deux États puisse un jour se réaliser. Appelée la colonie E1, elle va couvrir une zone d'environ 12 km² et entraînera le déplacement forcé des environ 2500 bédouins arabes qui y vivent actuellement. À leur place, les Israéliens prévoient de construire 3400 nouveaux logements pour des colons juifs israéliens et jusqu'à un total de 15 000 nouveaux logements à l'avenir. C'est la plus grande nouvelle colonie qu'Israël a approuvée dans la Cisjordanie occupée depuis des décennies, depuis les années 1990. Mais ce n'est pas la taille des E1 qui menace l'avenir de la solution à deux États. C'est sa localisation. Elle est située directement à côté et au nord-est de Jérusalem-Est, qu'Israël a annexé unilatéralement en 1980 et où vivent déjà des centaines de milliers de colons juifs israéliens. Et juste à l'ouest d'une autre colonie juive israélienne en Cisjordanie connue sous le nom de Maël Adumim, l'une des plus grandes colonies israéliennes de Cisjordanie qui abrite environ 40 000 colons juifs israéliens. Ainsi, la construction et l'établissement d'une autre grande colonie juive israélienne à E1 va relier directement les deux et créer une zone urbaine juive continue de l'ouest de Jérusalem jusqu'à Maël Adumim en traversant la frontière de la ligne verte d'avant 1967. En même temps, l'établissement des E1 va couper en deux la plus grande zone urbaine palestinienne continue actuelle en Cisjordanie, qui va de Ramallah au nord jusqu'à Bethléem au sud. La construction à E1 va couper cette zone urbaine palestinienne continue en Cisjordanie en deux. Et par conséquent, elle menace directement la contiguïté de tout futur État palestinien qui serait basé en Cisjordanie. Elle va augmenter considérablement les temps de trajet pour les Palestiniens qui voyagent entre Ramallah au nord et Bethléem au sud. Elle va effectivement encercler Jérusalem-Est d'un anneau continu de colonies juives israéliennes, bloquant Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie, que les Palestiniens voudraient voir proclamer un jour comme leur capitale. Et après les ajouts prévus au mur de séparation israélien en Cisjordanie pour incorporer ces colonies à Jérusalem-Est et au reste d'Israël, les Palestiniens de Cisjordanie ne disposeront plus que d'un étroit couloir de moins de 20 km de large dans la vallée du Jourdain autour de la ville de Jéricho pour toute contiguïté territoriale restante entre le nord et le sud de la Cisjordanie. En substance, c'est une façon pour Israël de tuer efficacement l'idée d'un État palestinien indépendant fonctionnel qui pourrait voir le jour en Cisjordanie sans jamais le déclarer officiellement et sans subir autant de condamnations internationales généralisées qu'une annexion totale de la Cisjordanie entraînerait. Les plans israéliens pour construire la colonie E1 ont été proposés pour la première fois il y a des décennies dans les années 1990, mais ils ont été gelés et mis en attente jusqu'à récemment à cause de vives condamnations internationales, y compris du plus grand soutien international d'Israël, les États-Unis. La décision israélienne de ressortir les vieux plans pour E1 et de les mettre en œuvre maintenant malgré la condamnation internationale est une réponse géopolitique au déluge de reconnaissance internationale qui ont été étendues à l'État de Palestine. Après la guerre d'Israël et sa conduite à Gaza depuis que la guerre à Gaza a commencé et les niveaux catastrophiques de destruction que les Israéliens y ont infligés, la reconnaissance internationale de la Palestine en tant qu'État s'est étendue plus qu'elle ne l'avait fait au cours des décennies précédentes. Tout au long de 2024, la Barbade, la Jamaïque, Trinité et Tobago, les Bahamas, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne, la Slovénie et l'Arménie ont tous étendu leur reconnaissance à la Palestine, tandis que le Mexique a fait de même début 2025. À la mi-2025, avec des dizaines de milliers de morts infligés à Gaza au minimum, la plupart des bâtiments du territoire détruits ou endommagés, une enquête crédible sur un génocide en cours déposé contre l'État israélien et la déclaration de l'ONU en août qu'une famine généralisée s'était installée à Gaza. Une coalition d'États occidentaux a annoncé son intention de reconnaître l'État palestinien afin d'essayer de relancer l'élan brisé vers la solution à deux États. Ces États incluaient le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la France, le Portugal, le Luxembourg, Malte et les micro-États de Monaco, Andorre et Saint-Marin. Presque immédiatement en réponse à l'annonce de tous ces États occidentaux, Israël a déclaré qu'il allait procéder au plan de colonie E1 en représailles pour leur montrer que même s'il pouvait reconnaître la Palestine autant qu'il voulait, les mots et les reconnaissances ne feraient rien pour les empêcher de tuer l'idée sur le terrain. Quoi qu'il en soit, les hauts responsables politiques israéliens ont été clairs pendant des mois sur le but de la colonie E1. Lors de l'annonce de l'approbation du plan E1 en août, le ministre israélien des Finances et colon lui-même, Bezalel Smotrich, a fièrement proclamé « L'État palestinien est en train d'être effacé de la table, pas avec des slogans, mais avec des actes. Chaque colonie, chaque quartier,
Chaque logement est un autre clou dans le cercueil de cette idée dangereuse. Et il a ajouté que la colonie E1 allait enterrer la solution à 2 États pour de bon. En septembre, alors qu'il signait le plan de colonie E1 dans la loi israélienne, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien et que la terre où E1 sera construit n'appartient qu'à Israël. Bien qu'en réalité, les plans d'Israël pour tuer la solution à 2 États, refuser aux Palestiniens un État séparé et solidifier leur propre contrôle sur la Cisjordanie durent depuis très longtemps, remontant à des décennies. L'approbation finale de la colonie E1 aujourd'hui en 2025 n'est que l'aboutissement de ces décennies d'événements précédents et de la propre stratégie lente et méthodique d'Israël. Pendant des décennies, la Cisjordanie en forme de rein, de la taille de l'État américain du Delaware, a longtemps été considérée comme le territoire central qui constituera un jour le futur État palestinien indépendant. La façon dont elle est née commence avec le chaos qui s'est produit ici en 1948. L'année précédente, en 1947, l'ONU a présenté son plan de partage pour ce qui était alors la Palestine sous mandat britannique, découpant le territoire entre 2 États indépendants séparés. Un pour les Juifs et l'autre pour les Palestiniens, qui vivaient tous les deux sur le territoire, la ville sainte de Jérusalem restant sous administration internationale. Les Juifs ont accepté le plan tandis que les Palestiniens et les Arabes l'ont rejeté. En 1948, la guerre et un nettoyage ethnique massif ont suivi en 1949, ce qui a entraîné un changement spectaculaire des frontières et de la démographie par rapport à la proposition originale de l'ONU de 1947. Israël est sorti de la guerre largement victorieux, expulsant des centaines de milliers de Palestiniens de leurs terres ancestrales et étendant considérablement ses frontières de facto bien au-delà des limites proposées par l'ONU, ce qui deviendra plus tard connu sous le nom de ligne verte ou les frontières d'avant 1967, qui sont les frontières que la plupart des pays du monde ont depuis lors reconnues comme les véritables frontières légales d'Israël. L'Égypte a occupé ce territoire qui deviendra connu sous le nom de bande de Gaza pendant la guerre, tandis que la Jordanie a réussi à occuper ce territoire qui deviendra connu sous le nom de Cisjordanie parce qu'elle est à l'ouest du fleuve Jourdain. La ville de Jérusalem, quant à elle, s'est retrouvée divisée entre les Israéliens à l'ouest et les Jordaniens à l'est, établissant les concepts modernes de Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Peu après la fin de la guerre, Israël a déclaré Jérusalem comme sa capitale, tandis que la Jordanie a également déclaré Jérusalem comme sa deuxième capitale et a annexé à la fois la Cisjordanie et Jérusalem-Est à son propre pays. Tout cela a éteint la perspective d'un État indépendant séparé pour le peuple palestinien. Près de 2 décennies plus tard, en 1967, une autre guerre entre les États arabes et Israël a entraîné une victoire décisive israélienne. Israël a réussi à envahir et occuper les hauteurs du Golan de la Syrie, la bande de Gaza occupée de l'Égypte, et la Cisjordanie occupée et annexée et Jérusalem-Est de la Jordanie. Tous ces territoires au-delà des frontières israéliennes de la ligne verte d'avant 1967 sont depuis connus comme les territoires occupés israéliens et ont effectivement été contrôlés par les Israéliens depuis lors. 2 décennies plus tard, en 1988, la Jordanie a décidé de renoncer formellement à ses revendications territoriales sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est. En effet, d'un point de vue juridique, les laissant comme territoires exclusivement palestiniens occupés par Israël plutôt que des territoires jordaniens occupés par Israël. Depuis lors, les portions palestiniennes de ces territoires occupés au-delà de la ligne verte d'avant 1967, la Cisjordanie et la bande de Gaza avec une capitale à Jérusalem-Est, ont été envisagées par les partisans de la solution à 2 États comme englobant les territoires qui constitueront un jour un État indépendant séparé pour les Palestiniens qui leur a été refusé depuis l'effondrement du plan de partage de l'ONU en 1948. La grande majorité des pays du monde, y compris les États-Unis, ont à plusieurs reprises appelé à la solution à 2 États basés sur ces frontières ou assez proches d'elles comme la meilleure méthode disponible pour résoudre le conflit israélo-palestinien et établir une paix durable dans la région. Mais pendant des décennies depuis 1967 quand ils ont pris le contrôle de tous ces territoires, le gouvernement israélien a fait semblant de soutenir la solution à 2 États et a insisté sur le fait que son occupation de la Cisjordanie en particulier n'est que temporaire tout en travaillant régulièrement à la rendre impossible à mettre en œuvre en même temps. Les Palestiniens ont constamment maintenu depuis 1967 qu'ils veulent que Jérusalem-Est devienne éventuellement leur propre capitale séparée après l'établissement de leur État. Mais Israël a pris de multiples mesures pour empêcher que cela puisse jamais arriver. En 1980, 13 ans après que les Israéliens ont pris le contrôle de Jérusalem-Est,
le gouvernement israélien a déclaré unilatéralement annexer Jérusalem-Est et a proclamé que toute Jérusalem resterait sa propre capitale indivisible et exclusive, éliminant toute considération du côté israélien de jamais céder Jérusalem-Est aux Palestiniens pour leur capitale séparée. La grande majorité des pays du monde n'a cependant toujours pas reconnu cela et continue de considérer Jérusalem-Est comme un territoire occupé israélien. Et en plus de solidifier leur contrôle légal sur Jérusalem-Est en l'annexant purement et simplement, Israël a tenté de solidifier son contrôle démographique sur Jérusalem-Est également, en adoptant une construction parrainée par l'État et des incitations à la migration pour encourager les colons juifs israéliens à s'y installer. En 1980, quand Israël a déclaré annexer Jérusalem-Est, il y avait environ 40 000 colons juifs israéliens qui avaient migré à Jérusalem-Est au cours des 13 années précédentes, qui vivaient aux côtés d'une population d'environ 120 000 Palestiniens. Ce qui signifie qu'en 1980, les Palestiniens représentaient encore environ 75% de la population de Jérusalem-Est. Mais la politique officielle israélienne à l'époque visait explicitement à maintenir ce qu'ils appelaient un équilibre démographique à travers toute Jérusalem, qui était le plus souvent cité comme un objectif parrainé par le gouvernement d'un ratio aussi proche que possible de 70 à 32 juifs par rapport aux Palestiniens à travers la ville unifiée. Ainsi, au cours des décennies suivantes après 1980, l'expansion des colonies israéliennes à Jérusalem-Est a considérablement augmenté, tandis que la croissance de la population palestinienne a continué également. Bien qu'elle ait souvent été limitée par les politiques israéliennes en matière de logement, d'urbanisme et de résidence, en 2024, toute cette croissance a abouti à une population modérée à Jérusalem-Est d'environ 350 000 Palestiniens, qui vivent tous dans des quartiers juifs historiquement nouveaux construits à Jérusalem-Est depuis 1967 seulement. Le pourcentage de Palestiniens vivant à Jérusalem-Est a donc considérablement diminué depuis 1980 également. D'environ 75% de la population à l'époque à seulement 60% de la population aujourd'hui. À travers toute la ville unifiée de Jérusalem aujourd'hui, 57% de la population est maintenant juive et seulement 39% est palestinienne, maintenant la majorité démographique des Juifs sur toute Jérusalem en tant que ville unifiée et renforçant la prise démographique d'Israël sur toute la ville. En plus de leur prise légale par l'annexion de Jérusalem-Est également. Tout cela renforce la capacité de l'État israélien à refuser Jérusalem-Est comme capitale séparée aux Palestiniens, ce qui reste un obstacle majeur à la solution à deux États depuis des décennies maintenant. Et au-delà de la colonisation de Jérusalem-Est, l'État israélien a encouragé un vaste programme de colonisation à travers toute la Cisjordanie depuis qu'il l'a occupée pendant la guerre de 1967. Les gouvernements israéliens successifs depuis lors ont utilisé une combinaison de subventions économiques, de préoccupations militaires stratégiques et de propagande idéologique pour encourager la croissance des colonies juives en Cisjordanie occupée, que le gouvernement israélien désigne le plus souvent dans les documents légaux et les ordres militaires sous le nom de Judée et Samarie à la place. Un nom tiré de l'ancien royaume de Juda et du royaume d'Israël, dont la capitale était située à Samarie, qui contrôlaient tous deux de grandes parties de la Cisjordanie moderne pendant l'âge du fer ancien il y a près de 3000 ans. Les colons israéliens qui sont venus en Cisjordanie occupée au fil des décennies ne forment pas un monolithe unique, et ils l'ont fait pour diverses raisons. Certains sont de véritables sionistes religieux idéologiquement engagés qui croient que coloniser la Cisjordanie est l'accomplissement d'une ancienne prophétie et de terres qu'ils croient avoir été promises par Dieu il y a des milliers d'années. D'autres sont simplement des opportunistes économiques qui veulent juste un endroit bon marché où vivre puisque le coût de la vie dans les colonies israéliennes à la frontière en Cisjordanie est considérablement plus bas qu'à l'intérieur des frontières de la ligne verte d'avant 1967 d'Israël. L'État et l'armée israélien, quant à eux, voient généralement la colonisation de la Cisjordanie d'un point de vue plus laïque qui est stratégiquement utile, augmentant leur emprise démographique sur les hauteurs de la Cisjordanie qui agissent comme un tampon stratégique, séparant les villes centrales d'Israël sur la côte méditerranéenne de leurs voisins arabes potentiellement hostiles. Dès 1967, quand les Israéliens ont pris le contrôle de la Cisjordanie, la population juive du territoire était effectivement nulle et inexistante, et il était presque entièrement habité exclusivement par des Palestiniens et des Arabes. Aujourd'hui, près de 6 décennies plus tard, cependant, plus de 500 000 colons juifs israéliens vivent à travers la Cisjordanie occupée et 140 colonies reconnues par le gouvernement israélien et environ 200 avant-postes de colons plus petits qui vivent aux côtés d'environ 3 millions de Palestiniens. Cela a transformé la population juive en Cisjordanie de 0% à plus de 14% en seulement 58 ans,
augmentant considérablement l'emprise démographique d'Israël sur toute la Cisjordanie avec de nouveaux faits accomplis sur le terrain et rendant de plus en plus difficile et improbable qu'Israël se retire jamais de la Cisjordanie plus les colons arrivent. En 2005, le gouvernement israélien a pris la décision de démanteler toutes leurs colonies dans la bande de Gaza occupée et de retirer complètement tous leurs colons de ce territoire, parfois de force. Mais cela n'impliquait que de retirer 8000 colons de Gaza à l'époque, alors que faire la même chose en Cisjordanie impliquerait plus d'un demi-million de colons aujourd'hui. Une différence d'ordre de grandeur. Déplacer tous les plus de 500 000 colons de la Cisjordanie occupés à travers la ligne verte de retour en Israël proprement dit à ce stade serait un énorme défi logistique, financier, idéologique et humanitaire. Et le risque que les colons les plus idéologiques opposent une résistance armée à être déplacés de force serait si grand qu'il risquerait légitimement de déclencher une guerre civile en Israël. Et c'est tout le but. L'État israélien sait depuis des décennies que plus la population de colons juifs en Cisjordanie devenait élevée, plus il devenait inconcevable de renoncer à leur contrôle sur la Cisjordanie en même temps. Beaucoup des colonies juives israéliennes en Cisjordanie occupées sont pratiquement devenues des villes à part entière à ce stade qui serait extrêmement difficile à démanteler, détruire et évacuer. Comme Modin-Ili, la plus grande des colonies juives israéliennes en Cisjordanie occupée aujourd'hui qui est stratégiquement située à mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv. Modin-Ili abrite maintenant plus de 90 000 colons juifs israéliens. Et elle existe juste de l'autre côté de la ligne verte dans la Cisjordanie occupée connectée à la ville israélienne de Modin de l'autre côté de la ligne verte à travers toutes ces colonies supplémentaires qui ont créé une zone urbaine juive israélienne continue qui s'étend à travers la ligne verte dans la Cisjordanie occupée et qui brouille la frontière entre Israël proprement dit et le territoire occupé israélien en conséquence, ce qui est tout le but. En 1993, les Israéliens et les Palestiniens sont arrivés le plus près qu'ils ne l'ont jamais été d'arriver à s'entendre sur un arrangement de paix durable en deux États séparés. Ils s'appelaient les accords d'Oslo, et le principe de base était qu'ils divisaient le territoire de la Cisjordanie en 3 zones de contrôle séparées. La zone C devait tomber sous contrôle militaire israélien total. La zone B devait tomber sous contrôle conjoint israélien et palestinien, tandis que la zone A était destinée à tomber sous contrôle palestinien total. Quand cet ordre a été établi dans la Cisjordanie par les accords d'Oslo en 1993, il était initialement destiné à être temporaire et à ne durer que les 5 années suivantes pendant que les négociations vers un règlement de paix final et des frontières continuaient. Cependant, à la fin des années 1990, les négociations de paix entre les deux parties se sont effondrées et n'ont jamais récupéré. Et donc cet arrangement temporaire dans la Cisjordanie est resté constant pendant plus de 30 ans depuis. La zone C sous contrôle militaire israélien total est complètement contiguë et représente environ 60% du territoire de la Cisjordanie. Et à de nombreux endroits, elle englobe des terres de pâturage et agricoles précieuses qui ont traditionnellement été détenues par les Palestiniens dans les villages des zones B et A. Toute construction de tout bâtiment par les Palestiniens n'importe où dans la zone C doit être approuvée par les autorités de planification israéliennes avant de pouvoir avancer. Et pratiquement toutes les demandes de construction palestiniennes sont systématiquement refusées. Pendant que de grandes parties de la zone C ont été transformées par les Israéliens en colonies, infrastructures, terres d'État, réserves naturelles et même zones d'entraînement militaire, les enclaves supposément contrôlées par les Palestiniens dans les zones A et B, quant à elles, ne sont pas du tout contiguës et sont séparées les unes des autres à travers la mer rurale de contrôle israélien dans la zone C, ce qui a conduit les zones A et B à être parfois appelées l'archipel palestinien ou les îles palestiniennes à la place. Ces zones contenant la plupart de la population palestinienne de la Cisjordanie sont des grappes urbaines très denses, contrastant avec la campagne largement rurale dans la zone C qui est sous contrôle militaire israélien total. Le transport pour les Palestiniens entre les îles de cet archipel légalement créé a longtemps été compliqué et entravé par le développement des colonies israéliennes. Les postes de contrôle militaire israéliens, les barrages routiers, les routes réservées à l'usage des Israéliens en tant que colons plutôt que des Palestiniens, les clôtures et les murs, et d'autres obstacles délibérément placés entre eux. Pendant que ces dernières années, l'armée israélienne a de plus en plus lancé des raids et des opérations dans la zone A. Quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'elle soit nominalement supposée être sous le contrôle et l'autorité exclusive des Palestiniens, les Juifs et les Palestiniens à travers la Cisjordanie occupée ont également été soumis à 2 systèmes juridiques complètement différents. Les Palestiniens dans la zone C et les Palestiniens arrêtés par les autorités israéliennes dans les zones B et A pour quelque raison que ce soit sont régis par le droit militaire israélien.
Tandis que les colons juifs israéliens dans le territoire sont régis complètement séparément par le code civil israélien, ce qui aboutit à deux populations différentes de personnes vivant exactement dans le même territoire, mais seulement l'une d'entre elles bénéficie réellement des protections habituelles des droits humains civils. C'est pourquoi de multiples organisations de droits humains accusent le système juridique israélien dans la Cisjordanie occupée d'être effectivement un système moderne d'apartheid. L'origine de la colonie E1 qui fait la une aujourd'hui a commencé Enofajal 1994, peu après que les accords d'Oslo qui ont créé ce système en Cisjordanie aient été signés. Les gouvernements israéliens successifs, y compris celui de Benjamin Netanyahou quand il est arrivé au pouvoir pour la première fois à la fin des années 1990, ont continué à essayer de faire avancer le plan de colonie E1, mais ont continué à reculer sous la pression américaine. Finalement, en 2004, les Israéliens ont construit un poste de police dans la localisation des E1 et ont commencé à construire certaines routes dans la zone en préparation d'une colonie plus grande éventuelle là-bas. Mais tous les plans sont rapidement devenus gelés peu après à cause de vives condamnations du monde occidental, dont les dirigeants étaient et restent préoccupés que le développement complet des E1 tuerait efficacement toute possibilité restante pour qu'un État palestinien indépendant soit jamais établi à travers la Cisjordanie. En plus de la permanence ancrée du système des accords d'Oslo en Cisjordanie et de tous les colons et colonies israéliens qui ont été ajoutés au territoire depuis 1967, les Israéliens ont pris de nombreuses autres mesures pour solidifier davantage leur présence et leur emprise sur la Cisjordanie occupée également. À partir de 2002, en réponse à une vague d'attentats suicides palestiniens et d'attaques sur les villes israéliennes lancées depuis la Cisjordanie, le gouvernement israélien a commencé la construction d'un vaste et compliqué système de murs et de clôtures à travers la Cisjordanie avec un objectif déclaré d'arrêter de nouvelles attaques palestiniennes en Israël. La majeure partie du complexe de murs et de clôtures qui existe aujourd'hui a été construite par les Israéliens entre 2002 et 2005, mais certaines constructions se sont poursuivies depuis, et à la fin de 2022, environ 65% du trajet de barrière initialement prévu a été achevé. Pendant que la construction continue le long d'autres zones du trajet préapprouvées également. En théorie, le gouvernement israélien a initialement déclaré que le but des murs et clôtures de barrières était de séparer la Cisjordanie des frontières de la ligne verte d'avant 1967 d'Israël. Mais un étonnant 85% du trajet qui a été construit coupe en réalité à travers le territoire de la Cisjordanie à la place, plongeant souvent plusieurs kilomètres en profondeur dans la Cisjordanie afin d'incorporer de multiples colonies juives israéliennes du côté israélien du mur, les connectant au reste d'Israël à travers la ligne verte et les isolant du reste de la Cisjordanie et de la population palestinienne là-bas. D'autres sections des murs et clôtures coupent et isolent des villes palestiniennes les unes des autres et de leurs terres de pâturage et agricoles environnantes. Pendant que la construction supplémentaire le long des trajets proposés pour incorporer d'autres colonies risque d'ancrer encore plus le système, entravant encore plus la vie ordinaire des Palestiniens ici. Comme les accords d'Oslo une décennie avant que la construction de cette barrière ne commence, Israël a toujours présenté la barrière comme juste une mesure de sécurité temporaire. Et pourtant pendant plus de 2 décennies maintenant, elle est restée en place et n'a fait que grandir. Lors d'un avis consultatif rendu en 2004 par la Cour internationale de justice, la Cour a bien résumé la situation en disant: bien que la Cour note l'assurance donnée par Israël que la construction du mur ne constitue pas une annexion et que le mur est de nature temporaire, elle ne peut néanmoins rester indifférente à certaines craintes qui lui ont été exprimées que le trajet du mur préjuge de la future frontière entre Israël et la Palestine et la crainte qu'Israël puisse intégrer les colonies et leurs moyens d'accès. Si toute la Cisjordanie doit un jour devenir entièrement palestinienne dans un État palestinien indépendant, alors que va-t-il arriver à toutes ces colonies israéliennes murées du côté Cisjordanie de la ligne verte qui sont si directement intégrées et connectées avec les zones urbaines israéliennes du côté israélien de la ligne verte? Les Israéliens contrôlent aussi la plupart de l'accès aux ressources en Cisjordanie également, en particulier l'approvisionnement en eau du territoire, qu'ils seraient vraisemblablement hésitants à céder un jour leur contrôle. L'aquifère de montagne dans l'extrême sud de la Cisjordanie est la plus grande source naturelle d'eau disponible en Cisjordanie. Mais le gouvernement israélien a imposé des réglementations strictes sur son utilisation. Tandis que la Cisjordanie du fleuve Jourdain, qui est l'autre source naturelle primaire d'eau en Cisjordanie, est entièrement contrôlée par l'armée israélienne dans la zone C. Et l'accès aux eaux du fleuve est interdit aux Palestiniens en conséquence. Et encore plus, le réseau de pipeline israélien qui alimente la Cisjordanie en eau est également complètement dominé par le transporteur national d'eau israélien connu sous le nom de Mekoro.
À cause de cette disparité sur qui contrôle l'eau en Cisjordanie, la différence de consommation d'eau entre les colons juifs israéliens et les Palestiniens en Cisjordanie est stupéfiante. Actuellement, les colons juifs israéliens en Cisjordanie consomment en moyenne 320 litres d'eau par jour, tandis que les Palestiniens dans la Cisjordanie ne consomment en moyenne que 88 litres d'eau par jour en comparaison. Moins d'un tiers de ce que consomment les colons israéliens sur la même terre et en dessous des 100 litres d'eau par jour que l'Organisation mondiale de la santé recommande comme minimum vital. Et puis presque toutes les politiques d'annexion rampante d'Israël en Cisjordanie qu'ils ont poursuivies pendant des décennies ont commencé à s'accélérer rapidement après l'attaque du Hamas du 7 octobre lancée depuis Gaza. Pendant que l'armée israélienne a ravagé Gaza, une grande partie de l'attention du monde a été moins concentrée sur les événements qui se déroulent dans la Cisjordanie, ce qui a donné à Israël l'opportunité de faire avancer davantage son emprise au nom de la sécurité et de la défense. En 2023, largement après l'attaque du 7 octobre, Israël a démoli significativement plus de maisons palestiniennes à la fois en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est qu'il ne l'avait fait l'année précédente en 2022. Et puis il en a démoli encore plus en 2024. Pendant qu'en même temps, le gouvernement israélien a également effectivement cessé de démolir les structures et avant-postes illégaux construits par les colons en Cisjordanie depuis 2023 aussi. En 2022, il y avait environ 300 cas rapportés du gouvernement israélien appliquant les lois de construction en Cisjordanie contre les colons. Mais ensuite, pendant la première moitié de 2023, il n'y a eu que 10 cas rapportés de ce type enregistrés. Et à l'été de cette année, l'exécution des ordres de démolition pour les avant-postes illégaux de colons a été complètement arrêtée et est restée gelée depuis. Simultanément, la construction d'obstacles et de barrières à la circulation à travers la Cisjordanie pour les Palestiniens a considérablement augmenté. Avant le début de la guerre à Gaza en 2023, l'agence humanitaire de l'ONU, l'OCHA, rapportait qu'il y avait 565 obstacles séparés à la circulation en place dans la Cisjordanie. Tandis que début 2025, il rapportait que ce nombre avait augmenté à 850 obstacles séparés. L'un des exemples les plus notables de cela est ce qui s'est passé entre la ville palestinienne de Yabrud et la colonie juive israélienne d'Ofra dans le centre de la Cisjordanie depuis que la guerre de Gaza a commencé. L'autoroute 60, une route construite par Israël, passe entre les deux communautés que soient les colons israéliens ou les Palestiniens prendraient normalement pour voyager plus au nord en Cisjordanie avant la guerre. Mais après le début de la guerre, dans le cadre des centaines de nouveaux obstacles à la circulation construits à travers la Cisjordanie, le gouvernement israélien a installé une nouvelle porte le long de la bretelle d'accès menant de Yabrud à l'autoroute 60, bloquant l'accès à l'autoroute pour les résidents palestiniens de la ville. En conséquence, les Palestiniens à Yabrud qui veulent utiliser l'autoroute pour voyager plus au nord en Cisjordanie pour rendre visite à la famille ou aux amis doivent maintenant prendre une déviation majeure vers le nord-ouest à travers un poste de contrôle militaire israélien, qui peut arrêter la circulation pendant des heures à la fois en effectuant des inspections invasives de véhicules. Les longues files d'attente et les temps d'attente au poste de contrôle militaire comme celui-ci à travers toute la Cisjordanie occupée forcent souvent les Palestiniens à passer des heures à voyager n'importe, ou même sur de courtes distances. Et cela nous ramène à l'approbation récente par le gouvernement israélien du plan de colonie E1 et comment il sera encore plus désastreux pour l'avenir d'un État palestinien indépendant émerge en Cisjordanie que tout ce qui l'a précédé. En mars 2025, quelques mois avant que la construction de milliers de maisons à E1 ne soit approuvée, le gouvernement israélien a approuvé et budgété la construction d'une toute nouvelle route de Jérusalem-Est à travers la Cisjordanie qui serait réservée exclusivement aux Palestiniens. Le gouvernement israélien a présenté cette nouvelle route réservée aux Palestiniens comme un moyen de soulager la congestion du trafic entre les villages palestiniens d'Al-Azariya et d'Azetzin en contournant la grande colonie juive israélienne de Maël Adumim. Mais en réalité, il finalise les plans d'Israël pour ségréguer complètement les réseaux routiers en Cisjordanie entre Palestiniens et colons. Désormais, il n'y aura qu'une seule grande route réservée aux Palestiniens entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie, et une autre réservée aux Israéliens. Le réacheminement de la circulation palestinienne le long de la nouvelle route permettra à toutes les routes réservées aux Israéliens à travers les parties occupées de la Cisjordanie de connecter de manière fluide les colonies israéliennes ensemble avec les villes israéliennes de l'autre côté de la ligne verte à Jérusalem-Est. Et elles ouvrent également la voie au développement de la colonie E1 dont l'approbation est arrivée seulement quelques mois plus tard. En effet,
la nouvelle colonie E1 et les colonies israéliennes préexistantes proches comme Maël Adumim qui seront toutes connectées ensemble par cette nouvelle route qui sera exclusivement utilisable par les Israéliens couperont la Cisjordanie en deux moitiés séparées. La zone urbaine palestinienne presque continue dense de Ramallah au nord jusqu'à Bethléem au sud qui entoure Jérusalem-Est et qui est le cœur de toute la population palestinienne de la Cisjordanie deviendra effectivement divisée en deux par un contrôle israélien continu et ferme exclusif. Jérusalem-Est deviendra encore plus isolée des deux côtés de cette zone urbaine palestinienne qui l'entoure. Et Israël solidifiera son contrôle sur les hauteurs autour de Jérusalem-Est et améliorera sa capacité à défendre et sécuriser son contrôle et son annexion de celle-ci. Pour que tout espoir de la solution à deux États soit même remottement réalisable à l'avenir, les Israéliens devraient se retirer des E1 et démanteler leur présence dans la zone pour assurer un État palestinien indépendant réellement contigu et fonctionnel en Cisjordanie. Mais en supposant qu'ils ne le fassent pas, tant que E1 reste en place, il n'y a probablement plus aucun espoir réel que la solution à deux États se produise jamais réellement. Et l'annexion rampante lente d'Israël et la manipulation démographique du reste de la Cisjordanie qui se poursuit depuis des décennies continueront probablement jusqu'à ce qu'un point de bascule se produise éventuellement. Beaucoup des membres les plus seniors du cabinet de Netanyahou lui-même exigent que le gouvernement aille encore plus loin et annexe simplement la plupart ou toute la Cisjordanie et en finisse. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances et véritable vice-roi colonial de la Cisjordanie occupée, a dévoilé un plan en septembre 2025 pour qu'Israël annexe purement et simplement 82% des terres de la Cisjordanie, laissant derrière 6 centres de population palestiniens encore plus sévèrement fragmentés à Ramallah, Naplouse, Jénine, Tulkarem, Jéricho et Hébron, les transformant efficacement en bantoustans isolés qui seraient encore plus reminiscents du système d'apartheid qui régnait autrefois en Afrique du Sud. Mais aller aussi loin entraînera inévitablement des conséquences géopolitiques majeures au-delà de ce que le plan de colonie E1 fera même. Le plan de colonie E1 risque presque certainement de compromettre la capacité d'Israël à normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite et d'autres États arabes. Mais annexer ouvertement la plupart de la Cisjordanie compromettrait ses relations déjà établies avec des États arabes nominalement amis comme les Émirats arabes unis aussi, qui ont accepté de reconnaître Israël et d'établir des relations diplomatiques il y a seulement quelques années en échange d'une promesse israélienne de ne jamais annexer la Cisjordanie et de la réserver pour un futur État palestinien indépendant. Les Émirats arabes unis ont récemment fait explicitement savoir qu'ils considèrent toute annexion unilatérale israélienne en Cisjordanie comme une ligne rouge qu'ils ne toléreront pas. Et cela risquerait probablement aussi les relations d'Israël avec d'autres États arabes avec lesquels ils ont des relations formelles comme Bahreïn, la Jordanie et l'Égypte, aggravant encore plus l'isolement international d'Israël que ne le fera le plan de colonie E1. Et le plan de colonie E1 tue efficacement de toute façon les perspectives d'un État palestinien indépendant. Donc du point de vue d'Israël, c'est juste une façon à moindre coût de faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Le président américain Donald Trump a récemment dit en septembre 2025 qu'il ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie occupée, mais dans un sens de facto, c'est à peu près déjà fait. Trump ne peut pas promettre de restreindre les Israéliens de faire quelque chose qu'ils ont déjà fait à tous les niveaux sauf le nom. Et son administration a clairement fait savoir qu'elle n'opposera aucune résistance significative au plan de colonie E1 comme l'ont fait toutes les administrations américaines précédentes depuis 1994, y compris sa propre première administration entre 2017 et 2021. L'ambassadeur nommé par l'administration Trump en Israël, Mike Huckabee, a simplement dit lors d'une interview radio après que la décision israélienne sur E1 ait été prise que la décision était une décision que le gouvernement d'Israël devait prendre. Et donc nous, les États-Unis, n'essaierions pas d'évaluer le bon ou le mauvais de cela. Ce qui marque un départ majeur sur cette question de toutes les administrations américaines précédentes. Il y a plus de 60 ans, en 1962, le président américain John F. Kennedy a célèbre dit que ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable. Tant que le droit des Palestiniens à l'État sera nié par les forces en place, leur colère et leur ressentiment continueront de couver génération après génération encore et encore dans un cycle constant de violence. Et Israël aura du mal à continuer à le contenir tout en maintenant l'image désirée aux yeux du reste du monde extérieur. L'explosion de violence qui a éclaté de Gaza en 2023 n'a pas eu lieu dans le vide. Et les guerres et le chaos qui ont eu lieu depuis découlent du propre projet de longue date d'Israël de refuser systématiquement aux Palestiniens un État indépendant séparé. Sans solution au désir d'État des Palestiniens, plus de violence est presque une certitude.
Et la question pour le gouvernement d'Israël à considérer est de savoir jusqu'à quand ils peuvent continuer à le contenir? Et si cela vaut la peine de continuer à le contenir d'un point de vue logistique, économique, humanitaire et des relations internationales. Il y a beaucoup d'exemples de gouvernements et sociétés précédents à l'ère moderne qui ont systématiquement refusé à de grandes parties de personnes qu'ils contrôlaient leurs droits humains fondamentaux qui ont eu du mal à contenir leur fureur, pour finalement être submergés après que leur rage accumulée ait finalement dépassé un point d'ébullition. L'Afrique du Sud de l'apartheid qui refusait des droits à sa population noire et africaine a finalement été submergée et s'est effondrée dans les années 1990. La junte militaire au Myanmar qui refuse des droits à ses populations rohingyas et autres minorités ethniques fait actuellement face à sa plus grande révolte existentielle. Et le gouvernement de Slobodan Milošević en Serbie qui refusait des droits à sa population minoritaire albanaise au Kosovo a été submergé et s'est effondré au début des années 2000. Et peut-être le plus spectaculaire dans les mémoires récentes, le régime totalitaire stalinien de Roumanie qui refusait systématiquement des droits à presque toute sa population a été submergé et s'est effondré en 1989, ce qui a été si catastrophique qu'il a abouti à ce que le dictateur de longue date du pays soit exécuté à la télévision en direct pour que tout le pays le voie. Le nom de ce dictateur était Nicolae Ceausescu et ses 24 années entières de règne sur la Roumanie qui se sont terminées par sa propre exécution télévisée la même année que la première des Simpsons à la télévision est l'un des cas d'étude de pouvoir les plus bizarres, morbides et fascinants de l'histoire moderne. Ceausescu a littéralement tenté de transformer la Roumanie en la Corée du Nord de l'Europe et s'est positionné lui-même et sa propre famille dans le pays de la même manière que la famille Kim s'est positionnée dans son modèle en Corée du Nord, complet avec un culte de la personnalité insensée qui le présentait comme un demi-dieu pendant que les gens de son pays pourrissaient et souffraient. Et parce que toute vidéo explorant son époque au pouvoir et ce qui a si catastrophiquement mal tourné serait immédiatement démonétisée et restreinte d'âge ici sur YouTube, j'ai fait un tout nouveau documentaire explorant lui dans ma toute nouvelle série documentaire originale que j'appelle Mad Kings, qui fera des plongées plus profondes dans la vie personnelle terrible et la prise de décision erratique de dictateurs récents instables et plus sombres. Et parce que la matière sujet inhéremment violente et plus sombre qui entoure cette série, mon documentaire investiguant la vie et le pouvoir de Nicolae Ceausescu ne fonctionnerait jamais sur YouTube parce qu'il serait instantanément démonétisé et restreint d'âge, ce qui signifie que l'algorithme de YouTube, qui est basé sur le fait de vous montrer des pubs, ne serait jamais incité à réellement vous montrer la vidéo ou à la promouvoir. Je dois déjà faire face à un très grand nombre de mes vidéos sur YouTube qui sont démonétisées et restreintes d'âge comme elles le sont déjà. Et c'est pourquoi je vais uploader tous mes documentaires dans Mad Kings, y compris celui sur Ceausescu, exclusivement sur Nebula, et pourquoi s'inscrire à Nebula est absolument la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir moi et ma chaîne. Vous aurez aussi accès à bien plus de contenu que juste cette nouvelle série Mad Kings aussi. Vous pourrez aussi regarder les près de 50 documentaires exclusifs que j'ai publiés sur Nebula dans ma série séparée sur les conflits modernes également, qui explorent les guerres, batailles, conflits et génocides du XXIe siècle en utilisant un niveau de profondeur et de franchise qui ne fonctionnerait jamais non plus sur YouTube sans déclencher des problèmes de démonétisation ou de restriction d'âge. Tout cela est possible parce que la meilleure partie de Nebula est qu'elle est conjointement codétenue par moi et des centaines d'autres créateurs indépendants pour faire les projets dont nous sommes réellement profondément excités sans aucune crainte d'être censurés ou démonétisés comme nous le sommes sur YouTube. Parce que comme c'est une plateforme basée sur l'abonnement, nous n'avons pas à nous plier aux besoins sensibles des annonceurs et d'un algorithme sans visage que personne ne comprend vraiment. C'est pourquoi il y a des tonnes d'autres nouveaux contenus uniques sur Nebula qui sortent tout le temps aussi que vous allez aussi adorer comme la série Under Exposure de Neo, la série A Logistic of X de Wendover Productions, la série What to Follow USA de TLDR News, et tellement d'autres. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de plateformes de streaming en ce moment, et vous ne voulez pas vous retrouver avec un autre coût mensuel à suivre. Mais je sais aussi que si vous avez regardé tout ça jusqu'à la fin, il y a tellement de contenu sur Nebula que vous allez aussi adorer aussi. Et tellement plus qui sort avec chaque nouveau mois que vous pourriez envisager un abonnement à vie à Nebula. Vous payez juste une fois et ensuite vous avez accès à vie à tout ce que moi et des centaines d'autres créateurs produiront jamais sur Nebula tant que nous durerons tous les deux. Et ensuite vous n'aurez jamais à vous soucier d'un abonnement récurrent ou de pub jamais à nouveau. Normalement, un abonnement à vie à Nebula coûte $500, mais si vous utilisez mon lien, vous obtiendrez une super réduction de 40% et pourrez en prendre un pour seulement $300 à la place. C'est la meilleure façon possible de soutenir ce que je fais ici sur Real Life Lore. Mais même si vous préférez ne pas faire un si gros engagement d'avance, vous pouvez quand même grandement m'aider en vous abonnant pour un abonnement annuel ou mensuel à Nebula aussi,
que vous pouvez obtenir dès maintenant pour une offre fantastique avec 40% de réduction en scannant.